Ouais, Bien, bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. Merci de participer à cette première conférence sur le thème de la métropole créative. Je voudrais d'abord saluer le président André Rossino qui nous fait l'amitié d'être là ce soir et de contribuer à la réflexion collective autour de la métropole créative. Je veux saluer les invités que nous avons sélectionnés dans le cadre de ces moments d'invention attachés ou invités ou s'invitant à l'intérieur de Ring. Vous avez entendu parler de Ring forcément, donc vous savez que la métropole s'est associée à cette manifestation. Et donc dans ce cadre-là, on a invité toutes sortes de participants. Je voudrais juste les saluer tous. Emmanuel Vergès, qui est le modérateur de cette petite conférence, ou soirée, pourra faire les présentations. Je crois que tu les feras ensuite, mais en tout cas, je voudrais les uns et les autres vous saluer, que ce soit Cédric Huchet qui nous vient de Nantes et qui est là au nom de Scopitone et de Stéréolux, et on connaît Nantes et on sait ce que ça veut dire, donc on aura le plaisir de discuter avec toi. Olivier Le Gall de la station, c'est pas la station F, hein, c'est la station, les mines à Paris, mais on expliquera aussi pourquoi quelle est peut-être la différence entre les deux. Et aussi du collectif MU, et juste pour ceux qui sont de Nancy et du Grand Nancy, vous vous souvenez des moments d'invention de 2013 dans le cadre de l'année Renaissance que nous avions largement porté. Et à cette époque, vous vous souvenez d'une installation avec un grand échafaudage sur lequel on invitait le public à se promener avec des casques en écoutant des voix qui nous venaient d'un petit peu ailleurs. Et le collectif MU avait été le collectif que nous avions sollicité à l'époque déjà pour venir travailler ici à Nancy. Donc c'est un peu un retour quelques années après. C'est plutôt une bonne nouvelle. Céline Huillier, très rapidement, bonsoir Céline, designer, oui. Ouais, ça encore pas passé tout à fait dans le... Ok. Et donc designer, pur produit de l'école de Nancy, enfin de l'école d'art de Nancy, voilà, mais pur produit aussi de l'école de Nancy, et puis installé à Nancy, professionnel ici, donc ça veut dire qu'il y aura matière à discuter de ça. Christian Debise, que je présente comme directeur de l'école supérieure d'art de Nancy, membre de l'Alliance Artem. Et puis Guy Seize, professeur, chercheur, enseignant à Grenoble, en particulier sciences politiques à Grenoble, et puis aussi auprès de l'université autour du laboratoire Pacte. J'ai peut-être mal dit les choses, mais c'est un petit peu comme ça. Et je suis ravi d'accueillir Guy Seize, qui est une des personnes les plus expertes, je ne sais pas trop bien dire le mot expert, n'est pas toujours facile à utiliser, mais en tout cas les plus expertes sur la question de la métropolisation de la culture en France et ailleurs. Et donc, je suis ravi que Guy Seize soit présent avec nous aujourd'hui. C'est une excellente chose. Emmanuel Vergès, qui est un compagnon de route avec qui on travaille aussi au sein de la métropole, notamment autour de la construction du projet métropolitain. Mais c'est aussi quelqu'un avec lequel on a construit un compagnonnage autour de la mission Nouvelle Intelligence des Territoires. Et pour certains d'entre vous, vous avez peut-être entendu parler des ateliers des possibles, vous avez peut-être entendu parler de la Fondation Humanisme Numérique, vous avez peut-être entendu parler de beaucoup de choses. Eh bien, Emmanuel Vergès fait partie de ces garçons qui nous accompagnent ici, dans cette maison, dans cette grande maison, pour avancer sur ces chemins. Voilà, je ne présente pas le président André Rossino, bien entendu. Mais à qui je donne d'ailleurs tout de suite la parole. Faut-il un micro? Ah, parce que vous êtes enregistré. Faites attention à ce que vous dites, parce que vous êtes dans une maison un peu atypique. Je ne sais pas, il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'avaient certainement jamais mis les pieds dans cet espace métropolitain, original, pas exceptionnel sur le plan architectural, qui a 40 ans d'âge, et qui aujourd'hui abrite le siège de la métropole du Grand Nancy, 260 000 habitants, 20 communes. Nous sommes devenus métropole à partir de juillet 2016. Et tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait de métropolisation de la culture. Je ne sais pas qui traite de ces questions, mais je pense que les territoires avaient un peu de retard sur la métropolisation de la culture, parce que vous avez plutôt des conseils et des leçons à nous donner, parce que nous, c'est un peu techno, il y a
une maison qui a 1400 ou 1500 collaborateurs, un budget de 700 millions, donc ça dépasse de... Mais c'est pour aussi connaître la réalité, la vraie vie, celle qui fait que on roule, on soutient l'université, la recherche, les institutions culturelles. Et surtout, on a une responsabilité nouvelle, parce que d'emblée, je dis que faire un projet métropolitain, ce sur quoi nous travaillons, M. Vergès, et vous êtes bien placé pour le savoir, ça n'a rien à voir avec un projet de territoire. Un projet de territoire, c'est banal. Le tram marche, il ne marche pas, on fait des routes, il y a de l'éclairage, il y a un certain nombre d'institutions, d'organismes, de gens qui apportent un soutien technique au fonctionnement de la métropole. Mais nous sommes, et c'est pour ça que cette reliance entre, je dirais, la créativité culturelle au niveau métropolitain et ce que nous préparons, nous, à savoir un projet de métropolitain qui n'est pas un projet de territoire, mais qui est un projet de société. Comment peut-on faire société complexe et complète sur un territoire avec comme support une institution, je dirais, relativement jeune, pas aussi démocratique qu'on pourrait l'espérer, mais qui aujourd'hui a une charge complexe d'animer un puzzle de communes, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité sur l'ensemble du territoire de la République. Toutes les communes de France, sans exception, sont membres d'une intercommunalité. Et cette notion d'intercommunalité, elle tient à plusieurs choses. D'abord, les 36 000 et quelques communes, je vous indique au moins, retenez une chose, aujourd'hui, il n'y en a plus que 35 000. Alors, où sont passés les autres ? Eh bien, les autres sont devenus des communes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a une formule qui permet à plusieurs communes qui sont mitoyennes de se transformer en une commune nouvelle. On peut très bien imaginer un jour que dans la métropole, les 20 communes deviennent une commune nouvelle de 266 000 habitants. C'est possible juridiquement. C'est un peu compliqué politiquement. Il faut laisser encore un peu de maturation. Mais je suis persuadé qu'avec vos conseils et en sortant d'ici, on pourra certainement se retrouver sur d'autres rendez-vous de créativité et culturelle et politique territoriale. Alors on m'a offert il n'y a pas tellement longtemps un petit bouquin Dynamique territoriale, éloge de la diversité. C'est fait par des gens qui savent observer les archipels dont on parle de temps en temps dans la littérature à propos des collectivités. Et nous avons créé, on en parle dans ce petit bouquin, un archipel original, qui est l'archipel du Sillon-Lorrain, c'est-à-dire l'agglomération de Thionville, la métropole de Metz, l'agglomération d'Épinal, maintenant qui fait pas loin de 120 000 habitants, avec le regroupement des communes, et puis la métropole du Grand Nancy. Et nous avons créé un tout banal syndicat mixte qui nous permet d'agir ensemble, de réfléchir, surtout de réfléchir, et de faire de la création. Et à l'intérieur de ces archipels, il y a beaucoup d'installations et d'institutions culturelles. Donc vous voyez que, comme M. Jourdain, nous qui ne sommes pas des spécialistes de la culture, nous pouvons faciliter à travers le fonctionnement, l'amour des territoires, à travers la découverte des territoires. Et il y a une phrase qui me plaît beaucoup: nous devons analyser les contextes territoriaux, identifier les problématiques spécifiques auxquelles sont confrontés les acteurs, mettre en œuvre alors les politiques adoptées, faire du sur-mesure plutôt que du prêt-à-porter. Donc sur cette approche des choses, ça veut dire derrière tout ça, et j'en terminerai par là, il faut de la liberté. Liberté de créer, liberté de s'associer, liberté de réfléchir, obligation peut-être de plus en plus de réfléchir, et de réfléchir dans des conditions qui deviennent difficiles, un peu préoccupantes, parce que les territoires, quels qu'ils soient, grands ou petits, à travers les mobilités dont tout le monde parle, à travers le numérique, dont nos amis aujourd'hui à la manufacture s'inspirent
pour faire événements culturels, il y a une accélération exceptionnelle du temps, des habitudes par rapport à une certaine vision tranquille de la société, de la violence. Le monde est globalisé et pourtant vous êtes ici des femmes et des hommes, des citoyennes, des citoyens qui ont envie de parler, d'échanger, qui représentent des individualités, c'est-à-dire des unités exceptionnelles, parce que tout être est exceptionnel, ça c'est ma vision et ma formation médicale, pour que nous inventions ensemble d'autres modèles, d'autres façons de travailler. Et la manière aujourd'hui dont nous appréhendons notre problème de société au niveau de la métropole, c'est comment faire société, non seulement avec un territoire, mais avec toutes les parties prenantes de ce territoire. 50 000 étudiants, ici ou là, un monde culturel bouillonnant, des institutions plus classiques, un CHU, des chercheurs, du monde de l'économie, du commerce, du numérique. Nous sommes labellisés French Tech. Nous sommes dans un ordonnancement républicain auquel nous tenons, au sens, je dirais, philosophique. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il faut que nous changions, que nous apprenions à co-construire des événements de la société nouvelle et de faire en sorte que les habitants soient à la fois des citoyens, que les communes restent des lieux privilégiés, souvent des habitants, mais que nous fassions métropole ensemble, métropole avec conurbation, aussi bien dans la proximité, dans l'Europe, que dans le monde. Et ce bouleversement, je dirais, des rapports au temps, des rapports aux personnes, de la capacité à se dire franchement la vérité et les choses, c'est aujourd'hui des espaces de liberté précieux. Et je me réjouis que le festival Ring nous offre cette opportunité. Maintenant, moi, je vais être sage, je vais vous entendre et je vous remercie d'être là. Et c'est un moment pour moi de plaisir tout à fait passionnant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant de donner la parole à Guy XVI, je vais vous embaucher pour les débats que je modère, Monsieur le Président, parce que vous avez fait toute l'introduction et vous avez donné la première question à engager à Guy XVI. Entre prêt-à-porter et sur mesure, comment est-ce qu'on peut intégrer ces dimensions culturelles dans la construction d'un projet métropolitain? Vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, si votre compétence n'est pas la compétence culturelle au sein de ce projet métropolitain, pour autant la culture est extrêmement présente, à la fois comme sujet et objet de la construction de ce territoire, où vous nous avez pas redonné ce terme-là tout à l'heure, on est dans un territoire qui quasiment constitue une nouvelle forme de république de territoire, où l'intelligence collective tente de supplanter et de faire valoir d'une certaine manière ses libertés face aux intelligences artificielles des algorithmes, où l'itération, l'étape, les petits pas, les projets menés pas à pas sont en train de construire un autre modèle de projet métropolitain. Je témoigne juste de ces quelques mots pour effectivement compagnonner, comme le disait tout à l'heure Bruno, avec ce territoire-là depuis maintenant un peu plus de 4 ans, du caractère assez inédit et atypique. Je ne sais pas quelles leçons on pourra vous donner, ou tout au moins on va vous porter des regards, mais vous avez sur ce territoire-là de véritables pépites, de véritables trésors liés à un ADN que je découvre à chaque fois que je viens ici, que vous appelez celui de l'ADN de l'école de Nancy, mais un ADN extrêmement particulier, un très bel écosystème, de très belles richesses sur ce territoire. On va tout au moins essayer de vous partager d'autres regards, d'autres paroles sur des projets singuliers qui se construisent dans des métropoles, que ce soit celle de Nantes, que ce soit celle du Grand Paris, hein, d'une certaine manière, ce qui se passe à Nancy, avec Céline et Christian. Et puis, on va commencer avec toi, Guy, d'un regard assez large, de cette manière dont on en discutait quand on a préparé ça, et le prêt-à-porter, le sur-mesure et pile poil pour que tu puisses commencer, comment les métropoles font à la fois modèle et à la fois se singularisent toutes les unes avec les autres. Merci pour cette invitation. Moi, je suis extrêmement heureux d'être à Nancy. Alors, je viens de Grenoble où j'ai mon
disons, ma raison d'être professionnelle, mais cette raison d'être m'amène à bouger un peu et à essayer d'observer justement ce qui se passe dans le monde à propos de cette question de la métropolisation. Parce que la question de la métropolisation, c'est d'abord une question du monde dans lequel nous vivons, de la mondialisation, de ses effets et des problèmes qu'elle nous pose. Et la mondialisation nous pose, en termes institutionnels, en termes culturels, en termes économiques, évidemment, un certain nombre de problèmes. Alors, en ce qui concerne effectivement notre forme urbaine ou notre forme d'organisation territoriale de la République, la métropolisation nous a percutés et nous oblige à bouger un peu dans nos certitudes, dans nos traditions, dans notre culture politique française assez forte, assez bien ancrée. Hein. On le voit encore tous les jours aux résistances que cela suppose. Et donc la question qui se pose à chacune des métropoles aujourd'hui, c'est une question qui est celle de savoir quelle direction on prend quand on est sur les chemins de cette métropolisation. Et moi, je vois 4 carrefours qui sont des carrefours importants. Et tout va dépendre du chemin que l'on va prendre à ces carrefours. Le premier carrefour, ce serait justement celui du rapport entre le global et le local. Une métropole d'aujourd'hui ne peut pas attendre d'une médiation, qu'elle soit étatique ou européenne, pour porter sa marque, pour dire ce qu'elle est dans la mondialisation. Elle doit le faire à partir de son être même. Elle doit le faire à partir de son image. Elle doit le faire à partir de l'épreuve qu'elle encourt lorsqu'elle va justement dans la mondialisation. Donc ça ne veut pas dire qu'elle refuse l'aide de l'État ou l'aide de l'Union européenne. Ça veut dire d'abord qu'elle est un acteur par elle-même. Ça, c'est à mon sens la première des conditions pour être une métropole aujourd'hui. Alors, il y a une autre condition, une condition qu'on pourrait dire seconde, c'est le fait que les formes de gouvernance de la métropole doivent maintenant être plurielles. Alors, vous avez montré ce petit livre, là, Éloge de la diversité. La diversité, ça veut dire que dans une métropole, vous avez des formes d'économie extrêmement différentes. Il y a une économie capitaliste classique, il y a une économie du petit commerce, il y a une économie sociale et solidaire, et puis il y a des formes subreptices de création de valeur ici ou là, qui doivent être prises en compte et qui doivent être organisées, plus ou moins mises en continuité les unes avec les autres. Et de ce point de vue, il est extrêmement important de dire qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les institutions publiques, quelles qu'elles soient en mesure de mettre en place des partenariats, et des partenariats forts et lucides, pas simplement fort, mais lucide, avec le privé. Le privé, c'est tout aussi bien les petits entrepreneurs culturels ou artistiques qui ont des difficultés à boucler les fins de mois que, évidemment, les grandes industries culturelles internationales. Donc ça, c'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas cette volonté d'organiser des coopérations entre ces diverses économies, entre le public et le privé, alors la métropole va végéter. Troisième carrefour, c'est celui de l'autonomie et de l'hétéronomie. Alors, jusqu'à présent, les secteurs d'action publique ont eu la tradition de travailler de leur côté, l'art et la culture de son côté, le transport de l'autre, le tourisme encore d'un autre côté. Tout cela est, je crois, terminé. Il faut instaurer de la transversalité, c'est-à-dire de l'hétéronomie, dans tous les domaines d'action.
Ça a des conséquences extrêmement importantes en termes de statut, par exemple. Les gens, les professionnels ont des statuts et c'est quelquefois très compliqué de les faire travailler avec des personnes qui ont d'autres statuts parce qu'ils sont dans une autre histoire professionnelle, une autre histoire sectorielle. Mais un projet de société ne peut pas se construire avec des statuts. Un projet de société se construit avec la volonté justement de dépasser des statuts et de mettre en place des continuités, des formes de coopération entre différents types de domaines, de sphères d'action publique. Enfin, il y a un quatrième carrefour, c'est bien celui de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, vous y avez à l'instant fait référence, il ne s'agit pas ici de penser la métropole comme une sorte d'institution fermée sur elle-même qui aurait ses organigrammes et qui finalement sont concentrés. Non, faire fonctionner un projet de métropole, c'est organiser la manière dont les différents systèmes d'acteurs qui la composent puissent se rencontrer, puissent discuter ensemble et élaborer collectivement ensemble. Un système de gouvernance, c'est ça. C'est un peu le contraire, si vous voulez, du système de gouvernement avec sa hiérarchie de commandement et ses séparations. Là, il s'agit effectivement de mettre en place les conditions et les modalités de cette discussion entre les parties prenantes. Les parties prenantes, après, il faut décider qui elles sont et comment elles s'organisent. Voilà, ça c'est les quatre carrefours qui déterminent la façon dont une métropole aborde les conditions à venir de fonctionnement dans notre monde. Une fois que ça s'est fait, enfin une fois que les directions ont été choisies, il y a encore à se poser la question des stratégies culturelles, puisque là on parle bien de métropole et culture. Donc il s'agit d'étudier, de voir quelles sont les stratégies culturelles que la métropole va suivre. Alors là, c'est pas très compliqué. Il y a une espèce de modèle international qui existe un petit peu partout. Les métropoles cherchent à se développer selon 3 stratégies. La stratégie de la créativité, la stratégie de la participation et la stratégie de l'interculturel. La stratégie de la créativité, c'est très simple. C'est allier à la fois le prestige artistique, universitaire, de recherche, la créativité au niveau technologique, dans une économie urbaine renouvelée, en lien effectivement avec disons les progrès de la technologie au plan mondial, et au bénéfice ou avec ce qu'on appelle une classe créative, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont des talents particuliers, notamment beaucoup évidemment dans la haute technologie et dans le numérique. Cela, toutes les villes cherchent à le faire, avec des fortunes diverses, mais quelquefois elles cherchent à le faire avec obsession, c'est-à-dire que ça devient un peu obsessionnel, et elles ne se rendent pas compte qu'en entrant dans cette obsession, elles perdent peut-être un peu de vue le fait que cette ville créative n'est pas la ville de tout le monde. C'est la ville d'une minorité de la population. Et donc, si la ville créative est une stratégie positive, elle peut avoir son versant négatif, qui serait effectivement la création ou l'instauration, la légitimation d'un nouvel élitisme. Donc ça, c'est le problème. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de la participation. C'est l'idée de reconnaître la société civile. Une ville, une agglomération, une métropole, c'est fait d'un ensemble de zones urbaines extrêmement différenciées, dans lesquelles vivent des populations extrêmement différenciées, avec des niveaux de vie, des aspirations, des comportements très différents. Et dans la plupart des villes, il y a effectivement une aspiration de ces personnes à être reconnues, premièrement. Et deuxièmement, une aspiration à s'exprimer. Et il se trouve que le numérique leur donne magnifiquement cette
capacité d'expressivité que nous n'avions pas il y a 40 ou 50 ans. Donc il y a là une révolution de l'expressivité. Ça, c'est un point tout à fait important. Et donc il faut en prendre acte. Et il faut évidemment essayer de faire en sorte que cette expressivité ne parte pas dans tous les sens, ne soit pas dispersée et finalement nulle du point de vue de ses résultats, mais au contraire, l'organiser pour qu'elle puisse apporter quelque chose de plus, une valeur supplémentaire. Le problème de la participation, il est aujourd'hui extrêmement crucial. Non seulement parce que, évidemment, les gens veulent participer, mais aussi parce que peut-être y a-t-il, de la part des pouvoirs publics, et notamment dans les villes, là aussi une obsession de la participation qui se traduit en une forme d'injonction à participer. Dans les villes aujourd'hui, on ne compte plus les dispositifs public de participation des citoyens. Or, évidemment, plus vous mettez à disposition des citoyens des dispositifs de participation, plus ils vont se méfier. Parce qu'ils diront, mais est-ce que c'est ça vraiment la participation? Et plus vous verrez surgir à côté de ces dispositifs de participation des collectifs nouveaux qui vont essayer effectivement de faire autre chose. Enfin, la troisième stratégie, c'est la stratégie de l'interculturalité. Alors là, c'est là aussi assez simple. C'est le fait que nous vivons donc dans un monde globalisé où les flux transitent en permanence, et notamment les flux humains. Les flux de connaissances, les flux culturels. Et aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes à Nancy, il y a une identité nancéenne, il y a une identité française, mais cette identité nancéenne et cette identité française, elles sont surdéterminées aujourd'hui par la façon dont les flux culturels mondiaux nous traversent tous. Nous sommes tous traversés par ces flux culturels. Et il suffit donc de mettre votre main dans votre poche et de saisir votre smartphone pour savoir de quoi je parle. Donc ce problème-là, il est extrêmement important aussi parce que il peut, de la même façon, produire des hybridations culturelles tout à fait nouvelles qui permettent la créativité, mais ils peuvent aussi poser des problèmes que certains sociologues appellent de dissonance culturelle, voire de dissonance cognitive, ou même de repli identitaire, d'insécurité culturelle, devant justement ce que Paul Valéry appelait déjà dans les années 30, le fait que nous sommes tous devenus des trésors de discorde latente. Nous sommes tous, en tant qu'individus, le siège de cette interculturalité, et donc si nous voulons éviter de vivre cela en termes de discorde, mais plutôt en termes de trésor, il faut aussi que nous ayons les appuis pour le faire. Voilà un premier état de la question. Culturel. Tu disais aussi, ce qui est assez particulier quand de la présence des formes artistiques ou de créativité et de création dans les métropoles, c'est qu'elles transforment le rapport au temps et à l'espace qu'on a. Oui, alors... évidemment, ça, c'est quelque chose qui m'est cher. Et il se trouve que j'ai écouté, je ne l'ai pas vu, mais j'ai écouté sur la chaîne YouTube de France Urbaine le discours qu'a prononcé le président Rossignol la semaine dernière aux assises de France Urbaine, dans lequel il citait Michelet, qui disait que le temps, quelque chose comme le temps s'est accéléré, quelque chose comme ça, enfin une citation que vous avez donnée sur la question du temps. La question du temps et de l'espace dans la métropole mondialisée n'est plus du tout perçue ni organisée de la façon dont nous avions l'habitude de l'expérimenter il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, je prends toujours pour me faire comprendre, je prends toujours cette formule, il n'y a plus de saison. En termes culturels, j'entends. En termes agricoles aussi, a priori. C'est dramatique. En termes culturels, il n'y a plus de saison parce qu'auparavant, la vie culturelle d'une ville était scandée, rythmée, par le fait que la saison, ça commençait au mois d'octobre, ça se terminait au mois de mai, et qu'ensuite il y avait éventuellement les festivals. Ça, pour l'année. Dans la semaine, on sortait le samedi ou le dimanche. Et dans la journée, si on devait sortir au cinéma, c'était plutôt le soir. Aujourd'hui, tous les moments de votre vie sont potentiellement des moments culturels.
ou des moments artistiques. Vous avez une gamme d'offres qui est absolument extraordinaire toutes les heures, tout le temps, y compris la nuit, puisque maintenant la nuit a un statut d'objet culturel, hein, avec les nuits blanches par exemple. Donc c'est vraiment une révolution dans notre rapport au temps. Mais c'est aussi une révolution dans notre rapport à l'espace. Parce que nous avons l'habitude, dans les politiques culturelles classiques, de considérer que la culture, c'est dans les lieux pour la culture, dans les maisons de la culture. Le théâtre, c'est au théâtre, l'opéra à l'opéra. Et vous savez très bien aujourd'hui que le théâtre, c'est aussi hors les murs. Que l'art est urbain, il est dans la rue. Que tout l'espace est potentiellement un espace pour la culture, y compris les espaces ruraux, parce que les espaces ruraux sont potentiellement tous patrimonialisables. Vous avez vu que, par exemple, les coteaux champenois de Reims sont inscrits maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc cette révolution du temps et de l'espace chamboule complètement l'ordonnancement des politiques culturelles et la vie des institutions. Et donc leur gouvernance, on va y revenir, on y reviendra aussi sur la question des espaces naturels. Avant de partir à Nantes pour illustrer les propos de Guy, vous vouliez réagir, Président, au propos de... Oui, parce que je m'y retrouve bien. Vous savez qu'il y a quand même encore 35 000 communes. Hein, je disais qu'il y en a 2 000 qui sont des communes nouvelles. Par contre, l'antagonisme entre les territoires est quelque chose d'anormalement puissant. Il y a des clichés. Vous êtes une métropole, vous êtes une grande ville, vous êtes riche. Et ailleurs, dès que vous êtes sorti, on vous classe, vous êtes première couronne, deuxième couronne. Ensuite, vous êtes dans le périurbain, divers et variés, dans le monde rural et pourquoi pas le péri-rural, enfin tout ce qu'on veut. Et cette diversité crée beaucoup d'espaces antagonisants, si vous voulez. Et ça, c'est grave parce que ça colle à cette excessive répartition des territoires, des usages politiques. Quand une dame que je ne citerai pas, mais fait sa rentrée politique dans un village de 73 habitants, elle ne va pas le faire dans une métropole. Elle veut surfer sur des choses qui sont connues, d'identifier comme des tensions, des difficultés. Et moi, et je serai très bref, je développe le concept de république des territoires. République, ça veut dire faire république dans tous les territoires, c'est-à-dire les valeurs républicaines dans tous les territoires. Il n'y a pas 1 km² qui doit être absent de l'enseignement, de l'usage et des bonnes pratiques républicaines. Mais vous me direz, ça n'empêche pas l'hétérogénéité du territoire, etc. Donc il faut trouver des formules qui ne mettent pas les territoires en opposition les uns aux autres. Et j'ai développé ce concept d'alliance des territoires. Ça va bien de pair d'ailleurs avec l'histoire de l'école de Nancy. Hein. L'alliance des talents, des cultures. L'alliance des territoires, ça veut dire qu'au lieu de s'opposer, on cherche des points de connivence, de rassemblement. Pour y arriver d'ailleurs, il faut contractualiser, il faut bien se connaître et il faut développer cette politique aujourd'hui qui est indispensable. Parce que, et je vous rejoins totalement, monsieur, la France a un territoire fabuleux, fabuleux. On n'imagine pas les trésors dont nous disposons. Mais la connaissance des hommes et des femmes entre eux, la connaissance des territoires, la mobilité, et surtout ce qui m'inquiète le plus, et je reviens par là à la culture, c'est le problème du numérique. Le problème aujourd'hui, bien sûr, il va y avoir des tuyaux partout, mais ils vont arriver sur quel type de public ? Des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes très âgées. Et le risque que j'entrevois aujourd'hui, c'est le risque de l'illettrisme numérique. C'est-à-dire que, et là, c'est presque anticulturel, si vous voulez, parce que à partir du moment où vous nous dites qu'il y a des spectacles, on vous écoute sur YouTube, etc., mais celui qui ne sait pas faire, combien il va y avoir de millions de mômes et combien de millions de personnes de plus en plus âgées qui seront... Donc nous avons là un problème d'unité, je dirais, interpersonnelle,
et de travail de pédagogie. Moi, je réfléchis, Bruno dit que je vais un peu trop loin, mais sur le concept d'une académie numérique, parce que j'aime beaucoup l'esprit académique, et ça veut dire que dès la formation des enseignants, de tous les enseignants, de tous ceux qui font des choses en interpersonnel et pour la société, il faut être très attentif à cet aspect des choses. Donc on voit aujourd'hui que culture et numérique, et j'ai une pensée pour mon copain de la manufacture, ce travail, cette créativité entre la culture et le numérique sont des choses qui anticipent un peu sur les difficultés qui vont être celles de notre société dès maintenant et qui vont s'accroître paradoxalement. Et qui peuvent en plus nous amener à penser les différentes échelles et rajouter des échelles au projet métropolitain. Cédric, je rebondis sur le terme de cliché que vous venez d'employer, Président. À quel endroit on peut porter un regard juste sur le modèle nantais, puisqu'on l'érige comme grand modèle avec un peu les trois éléments de la création, de la participation et de l'interculturel, et peut-être réagir aussi sur la place que le numérique a dans ce... Absolument. Dans ce regard. La barre est haute avec des questions comme ça. Alors, je travaille pour un lieu qui s'appelle Stéréolux. Pour faire très simple, vous connaissez peu ou prou l'autre canal à Nancy. C'est l'autre canal de l'autre côté de la France. Voilà, pour faire simple. Mais l'histoire de Stéréolux est arrivée, c'est une histoire récente. Hein, on est arrivé après l'autre canal, c'est né en 2011. C'est arrivé avec un festival créé en 2002 qui s'appelle Scopitone, dont la baseline est culture électronique et art numérique. Rien d'extraordinaire en soi, hein. Il y a pas mal d'événements qui sont sur ce même créneau. Mais peut-être ce qui est intéressant, c'est de savoir comment cette aventure est arrivée dans le contexte de la métropole et de ce dont on veut m'entendre parler ici. Or, tu as dit que tu allais déconstruire, reconstruire un modèle. J'ai une attitude, je m'efforce, au risque de vous décevoir un peu, je m'efforce souvent dans ce genre de témoignages d'écorner un petit peu le fantasme qu'on se fait de l'histoire et de l'aventure de la métropole nantaise, en tout cas de la vie culturelle, économique, sociale, créative, etc., de cette métropole. Non pas que son histoire et son expérience ne soient pas intéressantes ou riches d'enseignements, et j'espère pouvoir vous en faire partager, en tout cas la partie que je consacre, être des éléments intéressants. Mais c'est juste que finalement, l'histoire de la métropole nantaise, peut-être qu'elle appartient aussi à la métropole nantaise. Je veux dire par là que c'est compliqué de se dire, et c'est pas à moi de vous le dire, en tout cas je m'en garderai bien, de vous dire ce qu'on a fait à Nantes c'est super, il faut faire pareil que nous. Voilà. Parce que de toute façon ça ne marcherait pas, enfin de mon point de vue ça ne marcherait pas. Ce qui est arrivé à Nantes, c'est arrivé à Nantes dans une histoire, dans un contexte, sur un ou plusieurs territoires, avec des acteurs. Et je pense aujourd'hui, très clairement, alors là encore ça n'engage que moi, mais que faire des choses à Nantes, ça paraît merveilleux et très facile. Tous les compteurs semblent au vert. C'est pas évident, hein. C'est très compliqué. C'est une grande métropole, un petit peu plus grande que la vôtre, qui a à un moment donné saisi, alors j'allais dire saisi une opportunité, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas qui s'est emparé d'idées, d'envie, qui a inscrit une volonté et une politique forte sur, pour faire simple, la culture et la communication. La ville a vraiment été visionnaire sur ces sujets et ces façons de faire. Sur le terme qui a été repris tout à l'heure, enfin qui était très intéressant, que nous on a baptisé dans notre projet du local à l'international, cette façon de faire en sorte que la métropole soit un territoire, une zone géographique attractive par la culture, par le tourisme et le patrimoine. Et puis finalement, on n'est pas si éloigné quand même, indépendamment de l'histoire de la taille, de la métropole nantaise ou de sa vision et de son fonctionnement, parce que la métropole de Nantes ne s'est pas dotée de compétences culturelles, et je crois savoir que c'est le cas de la métropole du Grand Nancy. Alors c'est très intéressant de savoir que des métropoles comme celle-là, pleines d'envie, d'énergie, de vivacité et d'acteurs très stimulants, finalement revendiquent la culture au sens très large, mais la revendiquent sans en faire quelque chose qui est piloté ou gouverné ou ordonné par la métropole. Ou tout au moins dans une gouvernance d'acteurs culturels comme Guy l'évoquait tout à l'heure. Exactement. Elle est dans d'autres champs, ça part dans Elle est dans champs. d'autres champs, et la culture telle qu'elle a été envisagée, c'est
C'est des événements. La ville de Nantes a quand même été qualifiée de belle endormie pendant des années, si ce n'est pas des siècles. Hein. Et d'ailleurs, pour la partie musiques actuelles qui nous concerne directement dans notre projet, enfin celui que je défends ici, était clairement à l'ombre de sa voisine rennaise, avec qui elle a toujours été un petit peu dans des tensions politico-historiques et tout ce qu'on veut. En fait, dans les années 90 et à l'avènement du numérique qu'on a vu sortir ça et là dans plein de sujets et dans plein d'activités au début des années 2000, la ville avait compris qu'il y avait dans cette émergence culturelle une vraie carte à jouer qui aujourd'hui a eu et a encore clairement ses conséquences sur l'économie, sur le social, sur le tourisme et sur tout le caractère attractif de cette métropole. Et effectivement, ça s'est fait aussi très clairement avec le numérique qui, alors encore plus sur le municipal actuel, parce que en la personne de Johanna Roland, donc qui est maire de Nantes, en fait s'est étoffé son projet, ou s'est bâti son projet, notamment avec la présence d'un élu au numérique, ce qui était une grande nouveauté, et qui, la métropole et la ville de Nantes, ont vraiment donné une orientation très singulière pour notre métropole, pas singulière à l'échelle de la France, avec le label French Tech et avec les semaines du digital dont chaque grande ville qui se respecte se dote aujourd'hui. La ville a vraiment construit un squelette, une ossature aujourd'hui extrêmement, c'est l'étendard, hein, extrêmement mis en avant, extrêmement déployé comme étant le vecteur, le canal, la source d'inspiration, encore une fois dans la science, dans l'enseignement, dans l'économie et dans la culture, de ce que doit permettre aujourd'hui le décloisonnement, l'enrichissement des acteurs alors, à travailler ensemble, ou leur porosité à travailler ensemble, les croisements entre les secteurs et les disciplines, etc. etc. Est-ce que c'est le numérique qui a organisé la transversalité? Entre autres, quand on parle du modèle nantais, il y a effectivement ce qui s'est passé autour du lieu unique, Jean Blaise, la SPL du voyage à Nantes, mais il y a aussi tout ce qui se joue autour de l'île de la création. Exactement. Tout ce qui se joue avec un enjeu de développement économique fort. En fait, c'est... alors sans doute qu'on avait pris le train au bon moment, j'ai envie de dire, parce que le festival Scopitone, par exemple, sur la notion de la culture, de la création et des arts numériques, est né au début des années 2000. Mais effectivement, le quartier de la création, tout cet avènement de ce que voulait faire, parce que le quartier de la création, c'est sur une île de Nantes, au cœur de l'agglomération, il y a une île bordée par 2 bras de la Loire, qui est un potentiel, un ancien patrimoine industriel et un potentiel extraordinaire, foncier absolument incroyable. Incroyable, assez rare dans des métropoles de cette taille en France, à réinvestir, à repenser, à réaménager. Le numérique a été, à travers ce qu'ils ont baptisé le quartier de la création, mais le quartier de la création, c'est une idée, c'est pas un lieu en tant que tel. C'est un ensemble d'acteurs réunis sur cette île qui permettent à un moment une représentation presque panoramique, en tout cas c'était le souhait, dans les industries créatives, dans l'économie, dans l'enseignement supérieur et dans la culture, une représentation panoramique des acteurs du numérique œuvrant sur ces différents sujets et censés, et la preuve en est aujourd'hui que ça fonctionne quand même relativement bien, censés travailler ensemble et avancer ensemble. Christian Debise pour l'école des Beaux-Arts de Nancy. Est-ce que l'Alliance Artem, c'est un modèle de ces transversalités que vient d'évoquer Cédric? Juste toute petite parenthèse, on peut voir à la Manufacture et à l'autre canal à partir de dimanche, à partir d'hier soir, à la Manufacture et à l'autre canal à partir de dimanche, des installations produites et qui coproduites avec le festival Stéréolux. Christian, est-ce que l'Alliance Artem, c'est un modèle de présence, de gouvernance des acteurs culturels au sein d'un projet, au sein de l'université et au sein d'un projet métropolitain? Est-ce que ça peut faire modèle, l'Alliance Artem? Qu'est-ce qui fait modèle? Qu'est-ce qui fait modèle? C'est une question que j'aborderai avec beaucoup de prudence parce que en fait, pendant des années, quand on me posait la question, quand on me disait à propos d'Artem, mais je ne comprends pas ce que c'est que Artem, ça m'énervait beaucoup.
Et quand aujourd'hui on me pose cette question, j'en suis plutôt content finalement. Parce que nous voyons très bien que Artem échappe quand même aux définitions rapides et toutes faites. C'est-à-dire que quand on parle de la question de la transversalité, il faut savoir de quoi on parle aujourd'hui. La transversalité, c'est très à la mode. On en voit partout dans la presse, toutes les grandes écoles, les universités se lancent dans la transversalité. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a souvent des élèves de 2 écoles qu'on rassemble dans un amphithéâtre pour un cours magistral. Donc c'est beaucoup de la communication, c'est pas vraiment de la transversalité. La question de la transversalité, elle passe par la culture du projet. C'est-à-dire la capacité qu'on a au quotidien de faire du projet ensemble. C'est-à-dire dans une école d'art, de pouvoir aborder avec des étudiants des 3 écoles, fait par des artistes, la question du big data et de s'interroger sur comment l'accumulation des données va faire évoluer les pratiques de création, par exemple, ce qui est un questionnement qui n'est pas forcément si répandu que ça dans des institutions d'enseignement supérieur. Ce qui fait que plus, je dirais, le temps avance finalement, plus je me dis qu'il faut prendre garde à ne pas s'enfermer dans des identités préconçues. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on travaille sur un projet qui est déjà une réalité, en fait, qui est la Villa Artem, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les étudiants sont diplômés et qu'ils veulent démarrer leur activité dans le territoire, justement. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à leur disposition? Alors tout de suite, on a des réponses qui viennent. Ah bah oui, de l'incubation, ah oui, de l'accélération, ah oui, une pépinière, etc. Et quand on a dit ça, on a déjà tort. Parce que ça peut pas être ça. Tout ça a déjà été parcouru, tout ça est déjà connu. On sait où ça fonctionne, on sait où ça ne fonctionne pas. On sait exactement pourquoi. Donc évidemment, le modèle, il est géré ailleurs. Et aujourd'hui, je dis Villa Artem parce que je ne sais pas, Villa Artem, ça fait très villégiature d'une certaine manière, mais pourquoi pas parce que le mot qui va définir tout ça, il n'existe pas en fait. Donc essayons d'aller, je dirais, dans des espaces qui n'existent pas. Donc c'est là que vraiment la transversalité va être véritablement créative, c'est-à-dire dans la capacité que nous avons à pouvoir tout le temps être dans l'expérimentation, à pouvoir tout le temps questionner l'expérimentation. Et ça, c'est fondamental parce que, étant dans l'enseignement supérieur, on a des vrais blocages par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que notre partenaire, par exemple, ICN Business School, c'est un type d'école qui est constamment évalué à l'échelle mondiale. Donc, or, les organismes évaluateurs, eux, ils aiment les silos. Et ils évaluent des silos. Et ils classifient par rapport, je dirais, à des silos. C'est-à-dire la transversalité, ce n'est pas pris en compte dans des formes d'évaluation, je dirais, internationale. Or, c'est ça qui nous intéresse, nous. Donc, il y a à la fois une part de risque aussi, parce qu'on peut avoir une mauvaise note, mais en même temps, c'est parce qu'il y a cette part de risque qu'on va véritablement être dans une position qui nous situe le plus pleinement dans le XXIe siècle. Avant de poursuivre sur l'expérimentation et le prototypage avec Olivier, parce que ça c'est un peu une des marques de votre fabrique à Paris, Christian, tu disais tout à l'heure quand même que, parlais de communication, tu disais la transversalité c'est pas que de la com, on utilise beaucoup la transversalité pour faire de la com, mais il y a quand même quelque chose autour
des mots qui vont permettre de concentrer un peu l'attention sur ce qu'on est en train de faire. Tu parlais tout à l'heure, Cédric, en disant Nantes a été très fort, on a fait beaucoup de com. On a eu une culture de la com, d'une certaine manière. Et la com, quand elle permet de concentrer l'attention, elle permet aussi d'avoir et de mobiliser des moyens pour développer une expérience un peu forte, différente, non ? C'est vrai, c'est sans doute une faiblesse. Et je ferai une comparaison avec l'école de Nancy du début du XXe siècle, qui a peut-être connu la même chose, en fait. C'est-à-dire que quand l'école de Nancy s'est créée, la première manifestation qu'elle a voulu faire, c'est d'aller exposer, se montrer à Turin, où il y avait une superbe exposition des arts modernes, c'était appelé comme ça à l'époque, donc c'était vraiment très innovant, d'aller se montrer. Et en fait, elle est allée se montrer un peu petitement, parce que elle n'a pas trouvé sur son territoire tout à fait, je dirais, les soutiens qui lui fallait. Alors, ce n'est pas le cas d'Artem, qui est très soutenu sur le territoire, mais en même temps, effectivement, en termes, je dirais, de communication, on n'a peut-être pas trouvé, je dirais, des outils, en tout cas des outils qui soient accordés à la dimension innovante de ce qu'on produit. C'est-à-dire, finalement, on communique de manière assez académique par rapport à un projet qui n'est pas du tout, une réalité qui n'est pas du tout. Et de ce point de vue-là, effectivement, j'envie souvent Nantes, parce qu'il y a une stratégie extrêmement puissante, qui est une stratégie, je trouve, à facettes, c'est-à-dire que comme effectivement c'est un ensemble d'institutions, de propositions, etc., quelle que soit la manière dont on le tourne, il y a toujours une facette qui brille, en fait. Donc on est toujours dans la lumière, en fait. Donc Nantes est toujours dans la lumière. Ouais. Donc ça c'est bravo. Voilà. Ça, c'est bravo. Olivier, on poursuit avec toi sur un territoire qui est un territoire, Guy, tu évoquais beaucoup tout à l'heure la question des carrefours par rapport au projet métropolitain, qui est un peu un territoire pivot, carrefour dans le Grand Est, dans le Grand Est, on est encore dans le Grand Est, dans l'Est, Nord, Nord-Est parisien. Autour de la question du projet, autour de la question du prototypage, parce que d'un coup, ce que tu mènes rejoint fortement ce que vient d'évoquer Christian, cette nécessité pour construire du territoire, pour construire petit à petit l'identité, de l'interculturel, traiter ces dimensions-là, de prototyper, expérimenter. Paris. Non, ça va aller. Paris n'a pas vraiment le même cadre, puisqu'on constitue dans le cadre d'une métropole, constitue entre 6 millions et 12 millions d'habitants, selon qu'on s'intéresse à la région. Et notamment aux zones périurbaines dont parlait le président tout à l'heure, jusqu'où s'étend la métropole. Et bon, en tout cas, à Paris, on est dans la constitution de cette métropole du Grand Paris. Et on se trouve aussi dans le cadre de toute une série d'appels à projets, réinventer Paris, réinventer la métropole, qui montrent bien qu'elle se cherche un peu, en tout cas qu'elle cherche une identité. Notre projet, nous, ne se situe pas dans le cadre de ces appels à projets urbains que vous avez peut-être entendu dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit d'un projet qui se situe dans le cadre d'un appel à projet de la SNCF qui, en 2015, a invité, on va dire, les artistes ou des opérateurs culturels à investir un certain nombre de friches urbaines. Donc on y a répondu avec mon collectif. Alors, nous, on est un petit collectif d'artistes sonores qui existe depuis assez longtemps, mais qui, en gros, représentait 5-6 personnes, pouvant grossir selon les projets. Et on est venu, effectivement, dans le cadre de Moment d'invention en 2013, et c'est pendant Nancy Renaissance, et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Bruno. Et donc, on a eu toujours une activité de programmation artistique, mais c'est vrai que c'était l'occasion pour nous d'envisager un projet d'une envergure un peu différente. Donc du coup, on a candidaté pour une gare à charbon qui se situe à la lisière du périphérique et qui a cette particularité d'être à la fois dans Paris intramuros, enfin administrativement dans Paris, et en même temps extramuros, c'est-à-dire de l'autre côté du périphérique, parce que parfois on peut être en dehors du périphérique et quand même se situer dans Paris. Et on est à la limite de deux arrondissements, de Saint-Denis, d'Aubervilliers.
Donc c'est une position assez intéressante, une zone urbaine en forte mutation, avec les sièges de Veolia, de Chanel qui arrivent, enfin, en tout cas pas le siège de Chanel, mais les ateliers Chanel qui sont en train d'être construits, donc un bâtiment de Rudy Ricciotti qui a fait le MUSEM, donc un grand architecte, le siège mondial de Veolia, et en même temps toute une population marginalisée, donc beaucoup de réfugiés, puisqu'on n'est pas loin de la porte de la Chapelle. On est aussi pas loin on est aussi dans une zone où il y a eu beaucoup de camps de Roms et il y a toujours des voisins roms qui sont là, qui reviennent, qui repartent selon les évacuations de la police. Donc du point de vue artistique, ça me semblait être un territoire intéressant par rapport aussi au fait que nos propositions artistiques, nos créations artistiques interrogent toujours le territoire. On est connu pour des installations sonores souvent en lien avec le territoire sur lequel on intervient. Alors donc l'enjeu pour nous, c'était d'une part de trouver une sorte de modèle économique au développement de notre activité grâce à ce nouveau lieu. Donc ça nous a permis, au fil des 6 premiers mois d'exploitation, d'accueillir 35 000 personnes. Et donc on a une forme de reconnaissance médiatique. Donc c'est un lieu consacré aux scènes émergentes parisiennes et pas que. Et puis là, on rentre dans une phase de moyen terme qui nous conduit sur 3 ans à développer un certain nombre d'activités aussi avec les acteurs de ce territoire. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de cette expérimentation, on se retrouve aussi à fabriquer de la ville sans forcément le dire, même si on le dit de plus en plus, puisqu'on lance aussi un cycle de réflexion sur le rapport entre art, technologie et fabrique de la ville avec des urbanistes, justement pour essayer de mettre en perspective notre expérimentation. Et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on se demande jusqu'à quel point notre présence sur ce morceau de métropole parisienne peut avoir une influence ou pas sur le projet urbain qui est en train de se dessiner autour de nous, puisqu'il n'est pas totalement figé. C'est ça l'intérêt aussi de la ZAC des mines, c'est qu'elle n'est pas constituée. Il y a eu 125 plans de masse, donc 125 versions différentes de la zone sur laquelle on se situe. Et en fait, elle est aussi intéressante parce qu'elle fait un peu la couture entre Paris et sa proche banlieue. Et c'est un peu tout l'enjeu du Grand Paris aussi. Un des enjeux, c'est la multipolarité à Paris à une échelle très grande. Parce que si vous avez remarqué, avec le Grand Paris Express, ils essaient de créer un certain nombre de pôles et scientifiques et des pôles économiques et pour que tout ne soit pas concentré sur Paris intramuros. Et puis évidemment de cette question de la couture ou cette barrière qu'est le périphérique qui est quand même encore présente mais qui tend à s'estomper. Et en même temps, les populations marginalisées parisiennes, on les retrouve aussi encore comme au 19e siècle, après l'Enceinte-Thiers. Il y avait cette zone dont tout le monde parle et qui a même été photographiée par Willy Ronis ou par d'autres. Et donc c'est vrai que c'est encore présent, c'est encore très présent. Et c'est vrai que dans le nord de Paris, il y a une confrontation entre des populations qui ne vivent pas la même ville. Et là-dedans, à la différence un peu de ce que Cédric évoquait à partir de Scopitone, à partir des structures et des cadres de politique de développement ou de ce que Christian évoque par rapport aussi à un cadre plutôt universitaire, quelle est la place des artistes sur le territoire? À quel endroit, un peu des différentes stratégies qu'évoquait tout à l'heure Guy, tu te retrouves toi? Une stratégie de créativité, création? Il y a plusieurs enfin, c'est comme la station, c'est plusieurs réalités. C'est à la fois, on passe de 300 000 euros, 400 000 euros de budget à 1,2 million. Donc du coup, on a un impact économique. Hein. On passe de 4 ETP à équivalent temps plein, comme on dit, à 4 fois plus. Donc du coup, de fait, on crée de l'emploi. Donc c'est déjà d'un point de vue... et on crée de l'emploi avec, en gros, une subvention quasiment... d'une augmentation très faible, si ce n'est qu'on a été aidé pour les investissements, parce que ces initiatives, comme on les appelle aujourd'hui, d'urbanisme transitoire, donc qui conduisent les opérateurs, les aménageurs, en attendant le projet urbain, à utiliser des espaces vacants et alors à les valoriser quelque part, c'est quelque chose de nouveau. La SNCF l'a fait de manière assez précurseur et a été beaucoup invitée pour expliquer sa démarche. C'est de plus en plus repris dans le cadre des appels à projets, puisqu'ils incluent les Réinventer Paris 2, Réinventer la Métropole 2, incluent cette dimension transitoire, parce qu'ils savent que ça permet aussi de prototyper le projet urbain lorsqu'il n'est pas totalement ficelé.
Nous, ce qui nous intéresse là, c'est qu'en plus, il n'est pas ficelé. Donc du coup, ça nous permet carrément d'imaginer peut-être l'influer, le questionner. Donc ça, c'est ça l'intérêt. Et après, le deuxième niveau, ça c'est un choix qu'on a fait. C'est qu'on a entamé un cycle de réflexion, je le disais, il s'appelle Métamine, sur le rapport entre création artistique et mise en récit de territoire. Et on a fait une première édition en 2017, plutôt centrée sur la ZAC des mines. La deuxième édition, c'est en juin 2018. Ce sera sur la fabrique d'un imaginaire pour le Grand Paris. Il s'agira de voir comment les artistes peuvent raconter ou questionner le territoire et qu'est-ce qu'ils apportent aussi en termes de regard et pas forcément pour, je dirais, caresser dans le sens du poil, je dirais, les décideurs, les politiques, ceux qui ont l'argent, parce que c'est quand même eux qui, en premier lieu, font la ville, même s'il y a des processus participatifs partout. Et on voit, lorsqu'on assiste à ces réunions, que souvent les habitants, les vrais, ne sont pas là, quoi. On a quelques anciens architectes qui participent parce qu'ils ont du temps, mais qu'en fait, que les gens que ça concerne ne sont pas là. Et donc du coup, je pense que la question du regard des artistes, elle est importante. C'est un peu l'objet de la table ronde aussi ici. Et puis au-delà de ça, on va regarder aussi ailleurs ce qui se passe au niveau européen. On a monté un projet européen sur le fonctionnement de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Donc nous, on va dire qu'on a un tiers-lieu. C'est une conception, on ne va pas discuter du concept ici, mais l'idée c'est ces lieux un peu intermédiaires qui sont à la fois des lieux de travail et des lieux de vie, et des fois des lieux aussi où c'est d'abord des alternatives. Et peut-être qu'à partir de ces alternatives, on peut essayer à imaginer une construction métropolitaine différente de celle qui serait pensée entre politiques et aménageurs qui ont... Voilà, c'est l'intérêt... Enfin, pour moi, la participation, elle part aussi des acteurs comme nous, qui se manifestent et qui disent voilà, nous on vous propose de réfléchir à une vie différente. Est-ce que c'est cette mise en récit de la ville, cette mise en scénario de la ville, Céline, que tu pourrais partager avec l'expérience d'Olivier et que tu tentes de développer ici à Nancy, en étant resté à Nancy, en étant native et formée ici pour continuer à œuvrer. On reviendra aussi sur la question de rester sur ce territoire-là. Oui, tout à fait. Mais justement, je rebondis sur l'identité, je rebondis sur la notion de trésor, je rebondis sur le regard que peuvent avoir les créatifs. Et c'est justement dans cette logique de regard un peu à contre-courant que j'ai voulu rester. Donc, je me suis ancrée dans ma région, non pas parce que je ne voulais pas la quitter, mais parce que je me suis rendu compte on ne le sait pas alors qu'on habite ici. Les habitants même ne le savent peut-être pas forcément, mais on a un territoire de grande richesse, on a un grand territoire de haute facture, comme j'aime l'appeler, un territoire de faiseurs de luxe. Et c'est peut-être l'identité là qu'on peut mettre en avant sur notre ville. Notre ville est dans son périmètre très très large. Il faut savoir que j'aime le répéter, c'est assez imagé, mais il faut savoir que 80% de l'industrie du luxe est fabriquée chez nous, sauf qu'on ne le dit pas, d'ailleurs on ne le sait pas, on ne l'enseigne pas, ou on l'enseigne de plus en plus. Et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de ce lieu-là. On a des faiseurs d'orfèvrerie, de cristallerie. Alors évidemment, on connaît les grands noms, on connaît Saint-Louis, Dôme, etc. Mais on connaît moins, par exemple, qu'à Liffol-le-Grand, qui est situé à 70 km d'ici. L'alimentaire, ce qu'ils appellent eux l'alimentaire, c'est fabriqué pour le Ritz ou pour le Plaza Athénée. Toutes les carcasses, toutes les structures de mobilier et autres, tous les plus grands architectes, décorateurs sont inscrits et ne travaillent qu'avec eux parce qu'ils savent qu'il y a ce savoir-faire de haute facture. Et c'est peut-être là, de façon peut-être assez naïve, mais quand bien même, c'est peut-être là l'identité qui n'est pas à créer, mais qu'on aurait juste à révéler. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé, moi, de rester à Nancy, d'aller effectivement à contre-courant de cette notion de partir à Paris, parce que finalement, la création, et c'est vrai, une grosse partie de la création se fait à Paris, mais la création sans la fabrication, finalement, on se serre l'ego et on ne se met pas forcément au service de l'entreprise. Et moi, c'était plutôt dans cette dynamique-là que je voulais m'instaurer et m'installer. Et puis, ça s'est mis en place et ça fait quelques années maintenant, j'en suis... plutôt enchanté. C'est un territoire qui est un peu un territoire giron, comme ça, un territoire matriciel, un peu maternel, mère, comme ça, de la créativité et de la création. C'est-à-dire qu'on inverserait un peu le propos qu'on a eu jusqu'à présent.
C'est-à-dire que c'est pas tant des stratégies ou des politiques qu'on essaierait de mettre de manière un peu, je vais le faire un peu genré, viriliste, hein, mais plutôt quelque chose qui laisserait à penser qu'un territoire naît de ses propres richesses, de son propre écosystème. Complètement. Je pense que ça sert à rien de réinventer quelque chose ou de partir sur des stratégies de création, etc. On parlait du numérique, il y a plein de choses qui se font autour du numérique, mais pourquoi un territoire comme le nôtre s'efforcerait d'aller sur ces discours-là, bien qu'ils sont fondamentaux et qu'ils ont toute leur légitimité, mais alors que notre richesse à nous, et on en parlait tout à l'heure, on reparlait de l'humain, on reparlait de cette envie, de cette capacité à ressaisir la matière. Nous, notre richesse à Nancy, dans son territoire large, j'entends, on est sur des arts et métiers, des métiers d'art, des savoir-faire de haute facture. On n'a pas à les réinventer, ils sont là, ils existent. On n'en parle pas assez. Et alors que finalement, enfin, on parlait tout à l'heure, quand on préparait la réunion de genèse, d'une immersion, d'une création de quelque chose, d'être au départ de cette révélation. Et j'espère vraiment qu'on pourra se rendre compte de cette richesse-là qu'on ne met pas assez en valeur et qui est pourtant n'est même pas à imaginer, mais qui existe, quoi. Est-ce que ça, Guy, tu as un terme, alors Guy est universitaire, c'est directeur de recherche, donc il a un terme mais que j'aime beaucoup parce que les mots sont extrêmement importants, les mots sont choisis. Tu parles dans ce lien un peu singulier, parce qu'on a essayé tu as posé la question du modèle et de la singularité des projets métropolitains. Céline, tu viens d'évoquer cette question du geste, de l'implication du geste, et pas simplement de l'approche du numérique avec ses qualités d'information et de communication, comme étant aussi quelque chose qui va singulariser un territoire, avec la question du luxe, de la facture que tu évoquais tout à l'heure. Guy, tu emploies et tu dis que c'est une forme de néo-territorialisme existentiel. Qu'est-ce que tu y mets derrière ? Oui, la facture des mots est importante. Alors, dans cette singularité, parce que d'un coup, on en vient aussi à la question de la nature. Et toi, tu dis, et on a ici la question de la forêt, qui est très présente, qu'une métropole, c'est des gens, c'est effectivement des process, des stratégies, des politiques, des logiques de prototypage, des lieux, comme tu viens d'évoquer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi quelque chose qui renvoie au corps. Il y a deux observations importantes. Bon, la première, j'employais tout à l'heure le terme d'expressivité. Donc la première chose, c'est que à travers le numérique, il y a effectivement des formes d'expressivité, mais ces formes d'expressivité, quelquefois, elles sont un peu abstraites. Elle n'arrive peut-être pas justement à toucher l'autre, parce que le numérique quelquefois nous renvoie à notre solitude, voire à notre individualité. Et donc il me semble qu'il y a d'une part la nécessité, une nécessité qu'on voit beaucoup maintenant, qu'on observe beaucoup en tous les cas dans les discours d'un certain nombre de gens, d'attraper les choses par la sensation, d'attraper les choses par l'esthétique, mais pas l'esthétique au sens de l'art, l'esthétique au sens de la sensation. C'est ça d'ailleurs la racine du terme esthétique, par le fait de sentir, par le fait que nous sommes des corps qui ressentons. Et donc là, il y a quelque chose qui est tout à fait important, parce que la politique, évidemment, ou les politiques ne se mêlent pas de ça, parce que c'est très compliqué. Cette affaire. Une politique du sens comme ça. Voilà, c'est très compliqué et ça peut vite dériver. Donc toute la question du rapport à l'affect, à l'émotion, aux sensations, etc., c'est quelque chose qu'il faut que l'on reprenne en compte si on veut comprendre ce qui se forme en termes de sociabilité dans une métropole, dans une région. Et ce qui se forme, ça se forme aussi à travers une certaine manière d'avoir rapport à la nature et une certaine manière de faire entrer la nature dans notre vie quotidienne. Je dis toujours, je suis grenoblois, hein, alors je peux parler un peu de ça. La sociabilité grenobloise, la vie des gens à Grenoble, la manière qu'ils ont de sentir les choses n'est pas explicable sans la montagne. De même qu'à Marseille, les choses ne sont pas explicables sans le Mistral et la mer. Les calanques. Oui, et les calanques, la mer. Ailleurs, ça va être le fleuve. À Clermont-Ferrand, vous voyez bien la présence de la pierre volcanique. Quand vous êtes dans la ville, vous voyez ça. Et ça vous frappe. Et les gens
vivent à travers ça. Et donc ça, c'est des rapports sensitifs que l'on a avec l'autre et dans la ville dans laquelle nous sommes. Et il me semble que du coup, il y a un vrai défi métropolitain à justement aller chercher, ce que vient de dire Céline, aller chercher ailleurs peut-être que dans les murs de béton, aller chercher justement ces formes d'épreuves sensationnelles avec la nature. Alors c'est vrai qu'ici, la question du végétal est frappante. Bon, d'abord parce que vous êtes très, très entouré de forêts, de verdure, etc. Mais aussi parce que quand on parle de l'école de Nancy, qu'est-ce qui nous vient c'est vraiment le végétal. C'est la manière dont le végétal est traduit, la manière dont il fait sens pour les artistes et la façon dont nous avons vécu, alors vous Nancéens, mais nous aussi, en dehors de Nancy. Nous vivons Nancy à travers les œuvres de Gallet ou d'autres, et donc à travers cette manière de représenter. Alors il me semble que justement, dans les défis ou les problèmes que nous avons, la métropole doit être responsable d'un territoire beaucoup plus large que son territoire institutionnel, et être capable justement de le ramener à elle pour mieux le faire partager. Christian, est-ce que c'est ce qu'on pourrait essayer de chercher à définir autour d'une métropole, de dire que ce serait peut-être plus un territoire d'art que de territoire de créativité? Tu disais tout à l'heure, attention, créativité, création, c'est pas art, c'est pas la création artistique. Oui, je fais vraiment effectivement une différence, c'est-à-dire que la question des créateurs dans la métropole et participant à l'évolution urbaine, paysagère de la métropole, c'est quelque chose qui est tenable. Après, les artistes peuvent avoir effectivement un autre positionnement. C'est-à-dire que l'artiste, il a aussi une fonction critique dans la société. Il n'est pas un entrepreneur culturel, par exemple. Donc il y a une prudence à avoir, je dirais, de ce point de vue-là. D'autant plus qu'il existe à travers le monde, je dirais, des expériences de réaménagement de friches où des artistes sont venus d'ailleurs spontanément sur des zones qui étaient finalement des terrains vagues. On commençait, je dirais, à les occuper, on commençait à y travailler parce que c'était des zones qui avaient été abandonnées en périphérie des villes, mais qui étaient finalement assez bien situées. Elles sont devenues des zones d'appel, c'est-à-dire que, je pense en particulier à un cas célèbre à Amsterdam, donc le public a commencé à y venir, voir ce qui s'y passait. Il y a une forme, je dirais, de vie qui s'est construite. Et au moment, effectivement, où les choses sont bien posées, c'est le moment où les vrais entrepreneurs culturels arrivent, quoi. La seconde vague. La seconde vague. Et la seconde vague chasse la première, ça, ouais. bien évidemment. Et les loyers montent et on rentre dans un processus... De ce qu'on appelle la gentrification. Voilà, ouais. Qui est un processus de gentrification et qui aujourd'hui, je dirais, même... très construit, très théorisé en fait. Il y a des chercheurs canadiens qui expliquent ça. Et problématisé et critiqué, voilà. Aussi. Donc ça, mais ça, encore une fois, c'est des schémas, je pense, de la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, il faut penser ça autrement, dans une action plus collective. Et quand on parle de la question de la gouvernance... alors j'utilisais un mot qui est un peu qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui, c'est la question de la rencontre intellectuelle. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est quand même aussi d'abord la capacité véritablement à spéculer sur la question, je dirais, du territoire. Le président a très bien souligné tout à l'heure, oui, effectivement, la métropole, c'est l'éclairage, le bitume, etc., tout ce qui fait, effectivement, je dirais, la vie quotidienne. Mais on mesure, je dirais, aujourd'hui
qu'il y a des enjeux, alors je dirais pas supérieurs, parce que ça voudrait que les autres sont inférieurs, c'est pas le cas, mais en tout cas, il y a véritablement des formes d'échange et de débat, et c'est un peu, je crois, ce que a tenté notre camarade avec les moments d'invention, d'une certaine manière, c'est-à-dire d'avoir ces espaces d'idées qui, finalement, constituent un matériau à partir duquel la culture va pouvoir travailler, et en particulier... Entre sens et blabla, c'est des choses dont on a besoin pour construire des récits métropolitains et des dimensions culturelles au projet métropolitain. À quel endroit, Céline ou Olivier, vous vous placez de ces processus qui, d'une certaine manière, au bout d'un moment, vont échapper aux artistes, aux designers, à ceux qui mettent les mains en fait dans cette terre-mère, de certaine manière, de la métropole? Céline. Est-ce que l'artiste gentrifie? De quelle richesse? Je crois que c'est justement un peu, c'est clairement le danger. Je pense que l'artiste devrait plutôt populariser entre guillemets et rendre accessibles ces choses qui sont qui paraissent loin. Même le designer en tant que tel. Enfin, moi, je me bats vraiment pour essayer de faire. J'ai le discours qui tourne un peu en rond, mais qui est vraiment sincère en plus, et qui tourne autour de ces savoir-faire-là. Mais le designer aujourd'hui est porté presque comme une élite, une starification c'est la nouvelle idée, c'est un super-héros. Il y a le hacker et le designer. Pour moi, c'est d'une grande stupidité. On travaille, on fait des créations pour son ego ou pour tenter la presse, et on oublie complètement finalement le rôle de base du designer, qui est normalement de travailler sur des scénarios d'usage, et d'essayer de faciliter les choses quelles qu'elles soient, et juste pour essayer de revenir sur la popularisation, ou en tout cas de ramener à l'échelle humaine ce qui nous entoure. Je pense que la grosse problématique de notre territoire, et par rapport à ce que je disais, par rapport à ces territoires de haute facture, c'est qu'on est rentré dans un système où finalement la haute facture, on l'a complètement oublié, parce que c'était le grand-père qui était ébéniste, qui en a eu par-dessus la casquette de façon extrêmement pragmatique, qui en a eu par-dessus la casquette de son métier, et qui a complètement oublié la beauté et la richesse de son geste. Et le designer, quand il fait mal son travail, oublie complètement la beauté de son geste, valorise complètement sa création, alors que c'est clairement l'inverse qu'il faudrait imaginer. Ou si tant est l'inverse, juste mettre les deux à égalité, et montrer que finalement, ce qui est très important, et en plus de ça, je pense qu'avec Artem, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est vraiment, on est dans une collaboration très constructive. Et j'aspire en étant resté ici à aller vers ça, et ne surtout pas stariser ou faire la gentrification, mais justement essayer de populariser, même si le terme n'est pas bon, cet accès au savoir-faire, aux ressources du territoire. Olivier. Là, on rentre dans la phase un peu politique de l'action artistique. Enfin, je dis politique, c'est-à-dire que l'artiste n'est pas politique parce qu'il veut s'engager en politique. Par contre, son geste peut être politique et son action peut être perçue comme politique, et on peut imaginer que ces lieux artistiques ou gérés par des artistes ou co-gérés par des artistes permettent aussi à d'autres types de populations de se rencontrer. Et c'est ces lieux de rencontre qui font le débat aussi, et qui permettent d'une certaine manière la vraie concertation. Moi, je le pense comme ça dans le cadre des projets dans lesquels je m'insère. C'est des projets d'urbanisme transitoire, donc du coup, qui définissent un peu ce que va être la ville de demain, qui permettent de la questionner. Donc, si notre action peut aider à... Et il s'agit... Alors, évidemment, la gentrification derrière, c'est quelque chose qui existe, et d'ailleurs, dans le cadre de ces appels à projets, il y a beaucoup d'opérateurs culturels qui sont très connus en région parisienne, et qui cumulent un certain nombre de sites en répondant systématiquement aux appels à projets, en étant souvent retenus, parce que le critère de viabilité économique souvent prime sur le critère de l'originalité, de l'innovation. On ne fait pas confiance forcément à celui qui a la meilleure idée, on va faire confiance à celui qui est capable de la mener jusqu'au bout, et de poser le moins de soucis des fois possible aussi aux décideurs. Donc du coup... mais en même temps, je pense qu'on a affaire, alors moi c'est mon impression à Paris actuellement, à des jeunes collectifs, et je ne parle pas de moi qui ai un certain âge, mais des gens qui m'entourent dans mon collectif ou d'autres collectifs,
qui sont d'une nouvelle génération et qui sont à la fois sérieux, inventifs et qui ont aussi en arrière-plan aussi le souci de dépasser simplement le fait de réussir à faire sa petite carrière, mais aussi qui ont une envie de poser un geste aussi, un geste politique peut-être. Donc du coup, c'est vrai que cette crise de la gentrification, elle est tout le temps là, elle est récurrente, heureusement qu'elle existe, mais en même temps, je pense que c'est aussi important de dire que les artistes qui aujourd'hui arrivent, là, la jeune génération, les gens qui ont 25 ans, c'est des gens, et tous les modèles ne sont pas les mêmes, hein, ces espaces de néo-squat, il y a des gens qui sont beaucoup plus revendicatifs, beaucoup plus alternatifs, qui défendent beaucoup plus la notion des communs, le DIY, l'open source, le fait de partager son expérience et de la rendre reproductible par d'autres. Et ça peut faire boule de neige, en fait. On va retrouver ces thématiques-là dans les prochaines rencontres. On en redonnera le programme tout à l'heure. Avant de prendre quelques questions ou remarques ou commentaires, si vous en avez dans la salle, vous qui êtes venus ce soir ici à la Métropole, peut-être un ou deux commentaires, Monsieur le Président, en particulier quand on évoquait tout à l'heure, quand Guy évoquait tout à l'heure la question de la nature. C'est quelque chose qui est présent ici. Il y a quelque chose qui se construit aussi dans la métropole où ce n'est plus l'idole du hacker ou du designer ou de l'artiste, mais c'est la présence forte de l'arbre, des hommes et des forêts qui construisent aussi. Le pays des bûcherons. Le pays des bûcherons. Une manière aussi Regardez qui fait partie de l'ADN de ce territoire. Derrière vous, Ouais. vous avez l'agglomération de Nancy, la métropole, et vous voyez ce qui est exceptionnel vers l'ouest, mais ça existait aussi antérieurement, avant la déforestation sur l'est. Nous avons en bordure de l'agglomération la forêt de Haye, qui est 11 000 hectares, qui est la plus grande forêt, la troisième plus grande forêt urbaine en France, on est en train de la faire classer pour la protéger. Mais aujourd'hui, on travaille sur vous savez, les grands projets d'avenir créés sous je ne sais plus quel président, d'ailleurs, peu importe, mais sur la base du rapport Juppé et du rapport de Rocard, sur ces grands projets d'avenir. Nous sommes en train de travailler sur un projet d'avenir qui touche à la forêt, l'arbre, l'homme, la nature, les plantes, les jardins, extraordinaire évolution. Ici, vous voyez derrière vous, Société centrale d'horticulture de Nancy. Ça veut dire que dans l'école de Nancy, il y avait cette vision du rôle de la nature, hein, et que Victor Lemoine a créé en l'espace de 20 ou 30 ans à Nancy autant de variétés de bégonias, de lilas, etc., comme on dit dans la formule, qu'on avait qu'en Béniré. Et sur ces bases, aujourd'hui, je ne dis pas que ça a disparu, mais il y a une involution. Mais aujourd'hui, toute la création florale repose pour une part sur ce qui a été fait et inventé pendant la période de l'école de Nancy. Alors nous sommes sur un grand projet TIGA qui couvre tout le champ pratiquement du sud de la Lorraine, porté pourquoi par la métropole, on est porté formellement, parce que le contrat que nous avons avec l'État, lorsqu'on a signé au moment de la création de la métropole, c'est le concept de l'innovation et de l'écosystème de l'innovation. Ça fait référence à l'école de Nancy, ça fait référence à une somme, je dirais, de créateurs universitaires, médecins, bref, tout ce qui fait la force et la générosité de ce territoire. Donc on travaille avec 70 organismes que nous coordonnons depuis la métropole. L'ensemble du massif vosgien, vous parliez tout à l'heure de l'Ifol-le-Grand, madame, mais effectivement, là où on était tombé presque sous la mer, là, en termes de force et de valeur, maintenant l'Ifol-le-Grand est numérisé de A à Z. On exporte sur la côte ouest des États-Unis, au Moyen-Orient, en Chine. On a des arbres exceptionnels. Notre problème d'ailleurs, et pourquoi les Chinois viennent acheter, c'est parce qu'on a des hêtres qui sont si gros qu'il n'y a pas de scierie dans les Vosges pour pouvoir les traiter. Donc sur ces bases-là, moi je fais faire des études avec l'école de psychologie sur les jardins et la maladie d'Alzheimer,
sur les jardins sur le plateau de Haye avec Alexandre Chemetov, sur les jardins, la nature en ville, il y a un engouement extraordinaire, si vous voulez. Et tout ça, ça coûte pas cher. Hein. C'est pas des statues à tous les carrefours, etc. C'est de la verdure. C'est aussi une hygiène de vie, un regard porté sur la pratique de la forêt, sur la sylvothérapie. Je continuerai par une anecdote. L'autre jour, j'ai acheté quelques bouquins sur le sujet parce que, bien que docteur en médecine, je n'étais pas savant sur la question. Et le parc Sainte-Marie, qui est un beau parc classé en ville, près de Nancy Thermale, qui va devenir on va devenir la plus grande ville thermale française, aussi avec de l'eau chaude qui sort à presque 40 degrés. Eh bien, la sylvothérapie, je suis allé au parc, il faisait gris, pas très beau, exceptionnellement d'ailleurs, mais sur ces bases-là, j'ai vu un bel arbre. Et puis, j'ai été faire ce qu'on m'avait conseillé de faire, de le prendre à bras le tronc, hein, à bras le tronc. Et puis, il y a des gens qui passaient, ils ont dit, qu'est-ce que fait l'ancien maire et le président de la métropole, etc. J'ai été parler un petit peu avec eux, ils m'ont pas tout à fait cru, mais ça fait un drôle d'effet. En tout cas, vous voyez qu'on peut à la fois innover, créer, et puis surtout faire cette unité territoriale. Et par la forêt, je ne veux pas dévoiler des questions, mais le président de la République sera dans les Vosges mercredi. Et il vient pour ce projet, si vous voulez. Et sur cette idée de l'unité des territoires et de la reconquête des espaces, on voit bien que là, aujourd'hui, peu ou prou, que ce soit des cultures innovantes, spontanées, etc., on y vient tous. Et cette idée d'une belle France, de tous ces territoires qui, au lieu de s'entretuer, travaillent en limite, en périphérie, en centre, etc., l'amour de ces territoires, c'est aujourd'hui une force vitale extraordinaire. L'arbre qui est très, j'allais dire, tendance ou mainstream, pas l'arbre, on redécouvre le plaisir des arbres. Saint-Louis était sous un arbre, le président Rossineau embrasse les arbres et murmure, voilà. Non, rien du tout. Bruno va prendre et peut faire circuler le micro à quelques personnes qui veulent à la fois commenter, poser des questions ou il y a un deuxième micro qui peut éventuellement aussi tourner, questionner les différents projets, territoires, manières d'aborder, que ce soit des équipements, que ce soit des alliances. Les termes ont été intéressants, de coopération aussi, quand Guy en a parlé, de présence des artistes sur ces territoires. Sinon, j'ai toute une série de questions en stock. Si d'un coup vous avez envie, si d'un coup vous n'avez vraiment pas envie, on est vendredi soir, que vous avez envie que le buffet est en train de se monter à côté de la Société Centrale d'Horticulture de Nancy pour partager de manière plus intime ou proche avec les artistes et les intervenants. Il y a peut-être juste une question un peu transversale. Bruno, tu voulais lancer quelque chose? Peut-être une question transversale. On a plusieurs fois parlé de gouvernance. Dans quel, peut-être comme un peu mot de la fin des uns et des autres, ou partage un peu final des uns et des autres, à quel endroit, sauf s'il y a vraiment des gens qui... le meilleur c'est Bruno sur la question de gouvernance. Ah non, pas sur la question de la gouvernance. Non, mais Bruno, il nous donnera le programme de la suite après, on lui redonnera. Non, mais il y a juste un mot quand même, parce que sur la question de la... sur les questions relatives à la transversalité, sur la question relative à la capacité à faire en sorte que des acteurs coopèrent, c'est-à-dire en mode projet, c'est un saut culturel tout à fait considérable qu'il faut faire. Mais il est vital. Si ce saut culturel n'est pas réalisé, moi, je ne donne pas cher de la suite des choses, parce qu'en réalité, on va entrer, et tu l'as dit, Guy, on est dans un monde mondialisé. C'est-à-dire qu'une métropole, sa référence, c'est tout de suite les grandes métropoles. Ce n'est pas les petites métropoles, c'est les très grandes métropoles. Donc, si on n'est pas capable ici de se mettre en coopération, c'est-à-dire en capacité à être intelligent, c'est-à-dire à co-construire, mais pas seulement sur le co-construire, c'est-à-dire à co-penser la suite, alors évidemment, ça va pas donner grand-chose. C'est ça l'enjeu, en réalité, pardon de revenir là-dessus, mais du projet métropolitain, puisque c'est ça ce qui se débattra et ce qui se discutera plus particulièrement le 26 avril à l'occasion d'une rencontre avec les acteurs de la cité pour réfléchir sur les conditions de la production de ce projet métropolitain. C'est donc très important de pouvoir y être associé, d'y contribuer et surtout de fabriquer
ensemble nos capacités collectives. Voilà, donc pas plus que ça, mais au moins ça. Et juste sur un point là-dessus, je sais que sur cette métropole, le fait d'avoir fait installer une mission intelligence collective est plutôt une bonne idée. Mission nouvelle intelligence des territoires. Je fourche sur le mot, mais parce que si je fourche, c'est que c'est réellement ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, c'est une idée qui commence à s'exporter, alors de manière différente, à Lille, entre autres. Puis, on est en train de créer une mission nouvelle intelligence des territoires à Lille. Et puis ailleurs peut-être aussi, j'espère. Et en tout cas, ça veut dire que ça donne cette ouverture et cette perspective-là. Un mot sur parce que nos amis de Ring sont là, et je les salue, Jean Balladur, directeur adjoint de Ring, et puis Sarah Maki, administratrice. Comme vous êtes là tous les deux, et vous me rappelez à juste titre qu'il y a des spectacles à Ring ce soir, il y a des installations. La métropole s'est associée à Ring, le président Rossino en a parlé. Et donc, je vous invite les uns et les autres à être le plus possible proche du programme et de suivre ces moments. Il y en aura 2 autres, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, au conservatoire à rayonnement régional, je crois que c'est comme ça qu'on dit, au conservatoire, absolument. Et donc, au conservatoire lundi prochain, lundi 16, autour de la question du do-it-yourself et donc de la question de la coopération, de la ressource et de l'intelligence collective là-dessus. Et puis, le mardi, sur la question de l'intelligence artificielle et de la question posée aux créateurs. Est-ce que l'intelligence artificielle condamne la création ou alors... voilà, c'est ça un petit peu. Et tu nous invites à partir tu nous invites à partir vers le buffet. Bon, sous l'autorité, sous la bienveillance du président. La bienveillance du président, voilà. Merci beaucoup à vous tous. Passez un beau week-end.